Lancé. Eh bien, merci, merci à vous tous. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous digital qui est devenu en fait en quelque sorte un rendez-vous incontournable puisque ça fait 2 ou 3 ans pratiquement 3 ans que nous programmons cette série de webinaires. Donc, je remercie le groupe Tigel et Ofa Bank, marché des entreprises et son partenaire Euroquity BPI France pour la tenue de ces rendez-vous. Bon, pour ceux et celles qui me connaissent déjà, je suis Kamel Deby, je serai votre modérateur, animateur pour ce webinaire. Donc nous poursuivons donc aujourd'hui ce nouveau cycle 2023, à l'instar de ce que nous avons fait en 2022, où nous avions tenu 9 webinaires. Et nous nous concentrons finalement, je l'ai dit, je le redis, c'est comme si vous mettez l'entreprise au centre et à chaque fois on plug un sujet. Donc en 2022, on a parlé de la transformation d'une manière générale, de la vente distancielle, de la TE, de la transition écologique et énergétique, de la décarbonation, de la RSE, de l'ESG, de la supply chain, du credit management, donc de la protection des données. Donc on a essayé de toucher un petit peu à tous ces dossiers. Aujourd'hui, nous vous proposons donc un nouveau webinaire qui s'intitule Cybersécurité, anticiper et déjouer les cyberattaques. Je rappelle à toutes fins utiles que nous sommes toujours dans une période assez compliquée au niveau mondial, avec une inflation qui est galopante, avec une croissance qui est relativement en berne et l'acte d'entreprendre qui est finalement un investissement qui tarde à venir un peu partout, où les gens sont un petit peu dans l'expectative en attendant des jours meilleurs. Chez nous, au Maroc par exemple, nous avons fini une année assez compliquée avec 1,3% de croissance, qui est quand même un niveau très bas. Je ne reviendrai pas sur les causes que tout le monde connaît. J'espère que l'année 2023 sera une meilleure année. Nous avons un peu plus de pluie que l'année dernière. On table sur une croissance de 3,3 avec une inflation estimée et espérée de 2% contre 6,7 fin 2022. L'année 2023, c'est aussi une année de reprise d'investissement incubée par la nouvelle charte d'investissement qui est là, qui a pris forme avec le fonds Mohamed VI, où nous attendons, souvenez-vous du discours de Sa Majesté sur 2 sujets. Il a parlé de 2 sujets, Sa Majesté. Le dernier discours, c'était le stress hydrique, la gestion de l'eau, qui est une donnée mondiale, une problématique mondiale, et la nouvelle charte d'investissement avec en ligne de mire, on l'espère, un niveau d'investissement de 550 milliards de dirhams à horizon 2026, à peu près 50 milliards d'euros pour vous, Luc et Jean-François. Et donc, on attend beaucoup du privé pour qu'ils prennent la part belle, parce que le Maroc, depuis une vingtaine d'années, la dynamique de croissance industrielle est portée finalement par le secteur public, parce que nous sommes rentrés dans une ère infrastructurelle, et donc la commande était essentiellement portée par le public. Et puis après, on attend aussi les premières briques de la trame du nouveau modèle de développement, donc, qui est là, et donc on attend beaucoup aussi de son impact socio-économique. Donc, pourquoi ce sujet d'aujourd'hui et pourquoi aujourd'hui? Toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, peuvent intéresser les cybercriminels, et toute entreprise possède des actifs. Nos experts que je vous présenterai reviendront plus amplement sur ce sujet. Une entreprise, c'est son core business, sa data, son capital humain, ses projets, sa stratégie, son IT, son CRM, son business model, ses partenariats. Tout ça, c'est les prunelles des yeux d'une entreprise. C'est vraiment ses actifs finalement. Et pour donner un aperçu, et je laisserai le soin aux experts d'en parler plus amplement, hein, c'est dans le monde des statistiques qui viennent, on dit que près de 1 milliard de personnes sont concernées par des cyberattaques au niveau mondial. 8 personnes sur 10 ont été confrontées à des actes de
malveillance. Les coûts de la cybercriminalité sont évalués à quelque chose comme 6 000 milliards de dollars par an. Ça, c'est quelque chose, c'est les statistiques mondiales. Et puis, les cyberattaques mondiales ont augmenté de près de 40%, 38% en 2022. En Europe, un peu moins, 26%. Et c'est au niveau des tops des pays qui ont été cyberattaqués. Bon, on voit un peu les États-Unis qui au niveau dans l'eau du tableau, puis la Chine, l'Allemagne, la France et ainsi de suite. Et l'entreprise, me diriez-vous, eh bien, la grande majorité des entreprises sont encore vulnérables au niveau des attaques, particulièrement les PME aux ressources limitées. Alors, sur le sujet d'aujourd'hui, les questions qui fusent, comment font les entreprises finalement pour se protéger? Quels sont les maillons faibles exploités par les hackers, par les cyberattaques? Quels sont les types d'attaques les plus fréquentes? Comment s'assurer d'une protection efficace et au quotidien? Et quel avenir pour cette thématique? Va-t-on continuer sur cette vision ou il faut s'attendre à autre chose au niveau? Est-ce que on va aller au chat et à la souris, il faut toujours se protéger quotidiennement, il faut toujours plugger, il faut toujours. Donc, c'est nos experts qui vont nous éclairer sur ce sujet. Mais pour en parler, nous avons trois experts qui nous font la gentillesse de prendre leur temps et d'être parmi nous aujourd'hui pour nous éclairer sur cette thématique. Tout d'abord, Philippe Luc, cofondateur et CEO d'Anotherway en France. Jean-François Beuz, CEO de Sifaris France, et c'est Mohamed Ben Hamamouche qui est responsable sécurité opérationnelle du groupe Tijari au Fabrique. Pour tenir ce webinaire, nous avons convenu des interventions des experts 45-50 minutes, donc au niveau des interventions. Luc et Jean-François vont intervenir ensemble pendant près d'une demi-heure, et puis après suivra Mohamed Ben Hamamouche pour un quart d'heure. Je veillerai au respect de ce timing parce que on va essayer de rester dans le cadre d'1h30, 1h40 pour ce webinaire pour ne pas perdre votre attention. Et puis sur ce dernier point, comme nous aurons un échange après le pitch à peu près de 40-45 minutes, j'aimerais bien que vous participiez, c'est vous, parce que c'est vous finalement au niveau des entreprises qui vivez ces sujets, ces thématiques, ces problématiques, de nous sourcer un petit peu avec vos questions au niveau de la chatbox. Nous nous ferons un plaisir de répondre, de rassembler, de répondre dans la mesure du possible à toutes vos questions. Donc, je m'adresse d'abord à Philippe. Philippe, bonjour. Philippe. Bonjour, Kamal. Bonjour, Philippe. Tu es cofondateur et CEO d'Anotherway, qui est une start-up basée à Rennes, spécialisée dans la lutte contre le piratage, notamment sur des solutions alliées en intelligence artificielle et le renseignement à partir des informations disponibles sur le net ou le darknet. Tu es aussi un ancien, d'après ce que j'ai vu, tu es aussi un ancien cadre dirigeant du secteur de l'assurance pendant près de 11 ans. Philippe, je te remercie et je te cède la parole avec Jean-François. Jean-François, que je présenterai puisque vous allez présenter en tandem. Jean-François aussi, il est CEO de Sifaris France. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la cybersécurité, reconnu en tant qu'expert avec une expertise métier et une expérience internationale. Il présentera Jean-François lui-même, qui s'étend de l'Europe, mais aussi en Afrique et en Amérique du Nord. Au-delà de ces aspects, Jean-François a développé une connaissance plus large des enjeux stratégiques en matière de cybersécurité et il participe, Jean-François, à de nombreux forums professionnels, bien sûr, et thématiques en tant que conférencier. Il intervient dans différents médias français et étrangers. Jean-François et Luc, merci 1000 fois d'être parmi nous et je vous cède la parole. Merci Kamal. Merci infiniment. Pour illustrer, je pense qu'à l'écran, c'est bon ce que vous voyez? Oui, c'est bon. Oui. C'est bon. Jean-François, tu me confirmes, c'est bon? Oui. Oui,
on voit, Kamal, que tu es très bien renseigné. C'est déjà la base de la cybersécurité. Tu as beaucoup d'informations sur nous. Peut-être juste pour compléter, Jean-François, on peut chacun rajouter quelques petits mots sur ce qui nous rassemble et nous différencie. On est tous les deux des acteurs de la cybersécurité. Je vais parler pour Another Way. Nous, on est sur un angle qui est assez rare, on va dire assez singulier dans le monde de la cybersécurité. C'est qu'on s'intéresse plus aux humains, aux personnes qui utilisent le numérique et le digital qu'au système d'information lui-même. Donc, ce qui fait qu'on va être très complémentaire avec Jean-François. Et donc, notre spécialité, c'est la reconstitution de la surface d'attaque humaine des entités et comment protéger les personnes de l'exploitation des données qui en est faite. Mais on va avoir le temps de regarder tout cela en détail. Et puis, on a une actualité qui est très agréable. On vient d'être sélectionné pour la sécurisation des Jeux Olympiques 2024, voilà, ce qui confirme que le sujet de la protection des personnes, même sur ces grands événements, est un réel sujet. Et puis également, nous venons de gagner un titre assez sympa parce qu'on est une start-up, hein, éditeur de logiciels, qui est le titre du prix du jury du FIC, qui est le Forum international de la cybersécurité. Voilà, où un peu plus de 80 start-up européennes postulaient pour avoir ce titre et on a réussi à sortir sur la première marche du podium, donc on en est ravis et du coup, bah voilà, ce qui nous amène à parler à l'international, porter ces sujets internationaux et aujourd'hui au Maroc et ça nous fait beaucoup de bien de voyager, même si c'est à distance. Merci Philippe. Donc, je vais prendre la parole rapidement et en effet, pour rebondir sur les propos de Philippe, l'idée de travailler avec Another Way, puisque au-delà d'être conférencier, en tout cas pour ma part, je suis également un opérationnel et j'accompagne mes clients en cas de cyberattaque. Et comme Philippe l'a indiqué, l'outil Another Way nous permet justement de combler une des briques que nous n'avons pas, c'est d'écouter le bruit sur Internet sur une entité ou l'empreinte numérique d'un dirigeant afin de remonter les risques et de mettre en place un dispositif autour de l'entreprise, donc de renforcer sa sécurité ou de l'empreinte numérique du comité de direction ou du dirigeant. Donc voilà, mais je pense qu'on peut commencer, Philippe, pour qu'on puisse tenir le temps qui nous est imparti. Et la présentation va se décomposer en 4 grandes phases. La première, les cyberattaques, nous sommes tous concernés, déjouer les ruses des cybercriminels, des exemples d'attaques, de cyberattaques, qu'on vous présentera par rapport à notre expérience et ce qu'on a pu vivre à travers des cyberattaques que des clients maintenant sont venus nous voir pour pouvoir les assister. Ce n'étaient pas des clients auparavant. Et répondre à l'ensemble de vos questions. Les cyberattaques, tous concernés. Merci Philippe. Alors, rapidement, pour faire un petit peu d'histoire, si vous me le permettez, que j'affectionne tout particulièrement, et Philippe m'excusera pour cette digression que je fais de temps en temps, et à chaque fois, il me dit « Ah oui, tu vas nous la faire également », c'est de vous faire cette allégorie entre le domaine maritime et l'Internet. Et vous comprendrez les similitudes, en tout cas, entre ces deux domaines. La piraterie maritime était une menace importante pour la navigation, notamment en mer méditerranéenne, avec l'apparition des pirates. Donc, drapeau avec fond noir et tête de mort, que nous retrouvons par ailleurs auprès des pirates des temps modernes, les hackers, ce qu'on appelle les hackers, les pirates, les cybermalveillants. Tout ça pour vous dire à cette époque que le domaine maritime n'était pas suffisamment régulé. Il était courant que les passagers de navires, qu'ils soient importants ou voire riches, soient pris en otage pour obtenir une rançon. Donc, ce qu'on connaît aujourd'hui hein, avec les hackers, les rançons qu'ils peuvent demander en tout cas aux entreprises. Les Romains à cette époque toléraient les pirates, donc les Ciliciens, mais leur tolérance prit fin lorsqu'un groupe de pirates prit en otage Jules César. Donc, mauvaise pioche pour eux. Ils sont tombés sur un os qui était Jules César. Ils l'ont gardé en captivité pendant 38 jours et l'ont relâché après le paiement d'une rançon. Donc, je vous laisse un petit peu imaginer ce qui est arrivé à ces pirates. Mais en conclusion de mon introduction, c'est
c'est que le domaine maritime, en son temps, me fait penser à l'Internet d'hier et d'aujourd'hui, et de ses débuts, Donc, oui, il faut réguler l'Internet. Il y a des actions qui sont menées de manière locale, en tout cas dans certains pays comme le Maroc, qui a développé un dispositif législatif permettant de protéger les entreprises et les données personnelles. L'Europe également l'a fait, les États-Unis le font. Donc, il y a une coalition entre les États membres de cette convention pour pouvoir traquer les cybercriminels. Mais comme l'illustre la première diapositive, hein, l'Internet, c'est comme une grande ville. Hein. Celui qui s'y gare doit craindre le pire. Donc, quand vous êtes dans une grande ville, dans des quartiers malfamés, c'est un peu comme Internet. Donc, ça nous permet, en tout cas, de passer à la seconde diapositive. Toute entreprise possède une valeur susceptible d'attirer les convoitises. Alors en effet, hein, on a 4 vecteurs qui permettent de convoiter nos données, en tout cas tout ce qu'on représente, tout ce qui représente un intérêt pour les cyber malveillants ou les hackers, les données financières, valeurs financières. Je vous prends un exemple qui est très concret, on l'a déjà vécu. Au-delà de la valeur financière, c'est l'information. Lorsqu'un premier tour de table est réalisé dans le cadre d'un investissement, il y a une communication qui est faite. Ça donne une indication à des hackers pour venir vous voir, enfin, en tout cas venir voir l'entreprise en question qui a reçu des fonds d'un fonds d'investissement et de s'acquérir de certaines informations, notamment financières et bien d'autres pour pouvoir mener éventuellement une cyberattaque. Ensuite, vous avez les valeurs incorporelles. Moi, je laisserai compléter Philippe mes propos, mais valeurs incorporelles, ça concerne tout ce qui est immatériel, les brevets, pardon, que vous pouvez éventuellement avoir au sein de votre entreprise. Vous avez également la valeur réputationnelle de votre entreprise qui est importante. Donc, l'image que vous véhiculez qu'un hacker peut avoir en termes de convoitise, en tout cas, altérer votre image. Et la valeur humaine. Tout à l'heure, pour rebondir sur les propos de Philippe, il parlait de ruse. Et là, les hackers vont avoir un malin plaisir à ruser afin de tromper la vigilance des collaborateurs de votre entreprise. On va voir pourquoi on est tous concernés, hein, mais un des premiers travaux, d'ailleurs, si on commence déjà dans les conseils, c'est de se poser la question, c'est quelles sont les valeurs, quel est mon trésor en fait. On aime bien poser la question comme ça quand on arrive avec Jean-François dans des entreprises, notamment des PME, où ils se disent non, moi je ne suis pas une cible, j'ai rien de très intéressant à voler. Pour savoir si on n'a rien de très intéressant, il suffit de regarder après une attaque ce qu'ont volé les pirates. Et on va le voir ensemble, ce qui intéresse les pirates, voilà, c'est parmi ces 4 choses, c'est votre argent, c'est vos secrets, c'est vos données, c'est votre image. Voilà, ils peuvent vous attaquer pour plein de raisons, pour vous nuire, pour déstabiliser. Il y a plein de motifs. Et ce trésor, c'est le premier travail à faire avant de bâtir votre stratégie de défense, c'est qu'est-ce que je dois protéger? Qu'est-ce qui va attirer ces criminels, ces prédateurs dans mon entreprise? Quels sont mes actifs? Et d'ailleurs, quand on regarde les statistiques mondiales, alors on fait avec Another Way, on suit un baromètre mondial hein, et annuel de toutes les attaques par ransomware. Alors les attaques par ransomware, c'est les attaques par rançon, c'est-à-dire que des pirates s'introduisent dans votre système, ils déposent un logiciel malveillant qui va paralyser votre système, vous n'aurez plus accès à aucune donnée, aucun logiciel, aucun outil. Et pour libérer cet accès, ils vont vous demander une rançon. Donc, ils vont vous demander de l'argent en échange. Si vous le versez, vous n'êtes pas sûr de récupérer l'accès. Si vous ne le versez pas, eh bien, vous avez intérêt à avoir des bons prestataires informatiques et cyber pour vous accompagner dans cette démarche-là. Mais en tout cas, on voit, quand on regarde la comparaison entre 2022 et 2021, le phénomène ransomware, qui est le phénomène qu'on peut le mieux quantifier hein, aujourd'hui en termes d'attaque, il a explosé, plus 35% dans le monde d'attaques par ransomware. Donc, c'est un phénomène
qui touche absolument toute la planète. C'est une attaque par ransomware toutes les 3 heures. Et surtout, le fait qui nous inquiète le plus, c'est quand on parle de franchises, c'est ce dernier chiffre de 55% de franchises de ransomware en plus actives. En fait, des franchises, ce sont des groupes d'attaquants. Et on a 55% de plus de groupes. Donc, ça veut dire que là où avant, on était, si vous me permettez l'image, sur un marché de niche où il y avait peu d'acteurs criminels qui venaient sur ce secteur-là, eh ben, ils sont déjà beaucoup plus. Ce qui est plus inquiétant, parce qu'en plus, ils s'organisent, ils ont une organisation digne des grandes multinationales. Et ça laisse présager une année 2023 qui va être très sportive du côté des grands groupes, mais encore plus pour les PME et les ETI. Et pour rebondir sur les propos de Philippe, hein, la réalité est vraiment celle qui vient d'être présentée, hein. L'adversaire n'est plus un gang où on pouvait rentrer dans votre boutique et vous voler, enfin, même si ça existe encore, vous volez votre argent, mais il est totalement numérique. Il est derrière son écran, il est à l'affût de la moindre vulnérabilité de votre système d'information, de la moindre de vos données exploitables, avec ce sentiment d'impunité qui lui permet d'être encore plus dangereux parce qu'il se sent intouchable. Donc, et ça lui permet justement d'aller encore plus loin dans sa démarche. Aujourd'hui, et pour rebondir sur le secteur d'activité des cyberattaques, on voit aujourd'hui, hein, par l'accélération du numérique, que les entreprises se sont profondément digitalisées sans toujours anticiper les conséquences d'une exposition au numérique. Donc, ça passe par le phishing, les attaques DDoS, le rançongiciel, la cybercriminalité dans sa forme la plus générale, et ce qui nous permet d'avoir des pratiques mondiales, européennes et françaises dans des secteurs d'activité qui sont présentés sur ce slide. Alors, les secteurs dits réglementés sont parfois un peu moins touchés parce que beaucoup plus préparés, notamment par rapport à la législation et la Banque centrale européenne, en tout cas en ce qui concerne l'Europe, ce qui nous permet d'avoir un cadre suffisamment solide. Pardon. L'implication, en fin de compte, de la menace est vraiment susceptible de mettre, en tout cas, à mal l'ensemble des PME excusez-moi, et de notre société. Ça va aller la voix. Oui, coup, oui. Je prends le relais de quelques minutes, mais là, vous voyez donc les secteurs qui sont les plus exposés. Il y en a un qui est particulièrement inquiétant et on verra ce qui concerne le Maroc, c'est les administrations publiques qui arrivent dans le top 4, hein, dans le top 4 des secteurs les plus visés. Les administrations publiques ont énormément d'informations sur leur population et on va voir que quand ils se font attaquer, leur trésor, ce sont vos données à vous, les citoyens marocains. C'est ces données-là que c'est vos pièces d'identité, c'est vos coordonnées, c'est tous ces éléments qu'ils ont sur vous. C'est ces données-là que les pirates cherchent à voler. Et d'ailleurs, si on se plonge un petit peu dans ces fameux ransomware, quand il y a une attaque par ransomware, les pirates exfiltrent la donnée, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans votre système d'information, ils le gèlent, mais ils vous volent des données. Ils vous volent toutes les données qu'il y a sur le système d'information et ils vont en divulguer, ils vont en mettre certaines gratuitement ou payantes sur le dark web, donc un espace du web là où une partie des criminels en tout cas se retrouvent pour vendre de façon anonyme de la donnée, qui est un gros marché, mais sur le dark web, on peut trouver plein d'autres choses, hein. Malheureusement, enfin bon, c'est ce qui se fait de pire sur cette planète, se retrouve en vente en tout cas sur cet espace-là. Et quand on analyse les données qu'ils diffusent et qu'ils revendent, ensuite, vous allez pouvoir identifier, il est où déjà votre trésor et quelles sont les données qu'il faut particulièrement protéger dans votre entreprise parce que c'est celle-ci que les pirates vont viser en premier. Celle qui est le top numéro 1, celle qui attire le plus les pirates, ce sont les données personnelles des salariés, leurs pièces d'identité, leurs photos, leurs adresses de domicile, les contrats de travail, bulletins de paye, RIB. Pourquoi ça les intéresse? C'est grâce à ces données, ils vont pouvoir mener d'autres attaques par ruse, de l'usurpation d'identité, pour
créer des crédits conso à leur nom, pour créer des fausses entreprises, ouvrir des faux comptes bancaires pour mener leurs actions. Donc ces données-là, c'est la matière première de la petite criminalité ou de la criminalité organisée d'ailleurs, pour mener d'autres méfaits. Donc cette donnée-là doit être absolument partagée. Puis ensuite, il y a d'autres données qui les intéressent. Les données commerciales, beaucoup plus évident, en effet, vos clients, les informations sur vos ventes, votre stratégie commerciale, import-export. Là, on parle plus d'espionnage finalement. Non, alors, dans le business, on parle d'intelligence économique, ça reste de l'espionnage commercial. Ces données-là les intéressent aussi. Puis bien sûr, après, des choses beaucoup plus évidentes, des données financières qui vont pouvoir les intéresser, les organigrammes, les données sur vos clients en fonction des utilisateurs des entreprises que vous avez, les données sur vos fournisseurs également. On peut vous attaquer pour attaquer l'un de vos fournisseurs. Si vous avez un fournisseur assez sensible, ça peut être intéressant de passer par vous pour pouvoir l'attaquer. Voilà, et ainsi de suite. Donc voilà les données qui les intéressent plus. Et du coup, Jean-François, peut-être tu peux nous dire quelques mots sur ces pirates, qui ils sont et pourquoi ça les intéresse. Alors, merci Philippe pour avoir repris la main lors de mon petite incidence. Ce n'était pas une attaque DDoS, mais il me fallait un petit peu d'eau. En effet, on peut observer différents profils de hackers qu'on rencontre également dans notre domaine d'activité, hein. Le premier que nous voyons à l'écran, qui est l'opportuniste, hein, plus communément appelé le script kiddies, qui utilise les outils de hackers professionnels pour pouvoir mener des cyberattaques sur des infrastructures d'entreprise et de pouvoir, en tout cas, d'essayer de monnayer éventuellement ces méfaits. Donc, c'est lui qu'on rencontre le plus souvent en termes de cyberattaque. Vous avez le maître chanteur, hein, qui exerce également alors beaucoup en Afrique de l'Est et du centre. Ce genre d'attaque est mené notamment en Europe et à l'international, où vous avez des maîtres chanteurs à la Lovecam et des éléments comme ça, voire même aujourd'hui en France, puisque on connaît bien le sujet également français, où là, pour le coup, on est plutôt dans une autre dimension du maître chanteur, mais qui représente que uniquement 15% de la menace. Vous avez également le mafieux, hein. Là, son pourcentage est beaucoup plus faible du fait que son intérêt n'est pas d'aller récupérer, en tout cas, certaines données, mais est là pour avoir des éléments qui sont totalement liés à son activité mafieuse. Vous avez le cybermercenaire également, qui lui est éventuellement. Alors, pour moi, je ferais toujours une petite comparaison entre le cybermercenaire et les mercenaires d'État. Pourquoi? Parce qu'un cybermercenaire peut être également mandaté par un État pour pouvoir nuire à des institutions ou à des grandes entreprises internationales sur ses infrastructures, en tout cas ses données, en tout cas nuire à l'activité de l'entreprise. Après, le hacker d'État, quand on le voit un petit peu aujourd'hui, hein, quand vous écoutez l'actualité, tout en recoupant l'information, parce que c'était quand même important, où le conflit actuel entre deux pays et le reste du monde vous montre qu'il y a des tentatives réalisées par des hackers d'État où l'impunité est zéro, puisqu'ils ils ont zéro impunité dans leur pays et restent dans leur pays pour ne pas craindre justement des problématiques avec la justice. Mais face à l'ingéniosité de certains groupes de hackers, parce qu'ils sont vraiment très structurés, j'en parlerai juste après, les autorités publiques, hein, on sollicite et sollicitent toujours de plus en plus d'auteurs et de scénaristes de science-fiction afin de sortir des schémas traditionnels que nous connaissons et de prévoir l'imprévisible en termes de cyberattaque.
Alors moi, je suis un peu cinématophile. Je ne sais pas si Track sur Internet vous parle. 1995, c'est un film qui est sorti. Alors 95, ça date déjà, hein, et à cette époque-là, on nous montrait déjà des programmes malveillants avec des charges malware dans des programmes qui permettaient de récupérer, en tout cas dans le film, récupérer des données d'un hôpital de New York. Euh, donc, on voit déjà le cinéma et le prisme de ce qui va arriver dans les prochaines, en tout cas c'est ma conviction, dans les prochaines années. On le voit déjà avec l'intelligence artificielle, mais là, ça ferait partie d'un autre webinaire. Et pour conclure sur ce slide, un des premiers malwares, en tout cas pour ceux qui étaient déjà en activité à cette période, et le malware I Love You. Donc, il est arrivé en Europe entre mai et juin 2020. Et moi, je l'ai subi et on a dû tout débrancher. Donc, entre 95, 2000 et 2023, il y a une progression, une très forte progression sur l'organisation des groupes de hackers, donc soit cybermercenaires, plutôt cybermercenaires, voire éventuellement mafieux, ou sur certains exemples, on reviendra dessus avec Philippe, mais ils ont une structure très avancée avec un service commercial, un service avant-vente et en backstage, tous les hackers qui développent et qui mettent en musique les attaques ciblées. Ce qui est super avec cela, c'est qu'on se rend compte qu'il faut casser le mythe du hacker pirate qui est voilà, au fond d'une cave avec un sou de capuche dans le noir en train de taper des lignes de code pour forcer le système informatique. Là, on se rend compte qu'il serait plus proche de ce que l'on pourrait imaginer, le hacker d'État, mais on voit bien que c'est une très petite minorité. La plupart des hackers, bah, ils sont autour de vous, en fait. C'est les fameux opportunistes, les scripts qui disent. Ça peut être vos enfants, ça peut être le petit voisin, ça peut être des adolescents qui s'amusent, du challenge et tout. Donc, et puis après, il y a les groupes mafieux qui, il y a encore 20 ans, étaient dans la rue en train de faire du méfait, mais hors cyber. Profitent de l'essor du cyber. Et Kamal le disait en introduction, le cybercrime représente un business juteux de 6 000 milliards de dollars par an. Et juste les cyberattaques, la partie cyberattaque, c'est 1 000 milliards de dollars. Par comparaison, le trafic de drogue mondial, c'est 400 milliards de dollars. Donc on voit bien la migration du cybercrime vers des méfaits plus traditionnels et historiques, vers l'espace cyber. Ben, c'est normal parce que c'est de plus en plus facile. Même des gamins maintenant sont capables de nous hacker. Et on va voir comment. Parce que tous ces hackers, ils ont un point commun. Là, je vous mets en dessin, c'est la kill chain. Alors, c'est un peu théorique, on ne va pas rentrer dans le détail, mais toutes les attaques suivent un process avec 7 étapes et toutes commencent par une phase. Et c'est là-dessus qu'on va vraiment travailler ensemble et qu'on va approfondir le sujet. Tous les attaquants commencent leurs attaques par une phase de reconnaissance, c'est-à-dire qu'ils se renseignent, ils prennent de l'information sur leur cible. Qui est cette entreprise? Qui travaille dans cette entreprise? Je vais faire d'abord un scan numérique. Est-ce qu'il y a des portes informatiques ouvertes? Est-ce qu'il y a des failles de sécurité sur des logiciels qui n'auraient pas été mis à jour? Tout ça, on va rentrer dans le détail après, vous allez voir. Mais je vais aussi aller m'intéresser aux collaborateurs. Est-ce qu'il n'y a pas des collaborateurs qui ont des mots de passe qui seront connus dans le dark web? Est-ce qu'il n'y a pas des collaborateurs qui exposent suffisamment d'informations sur les réseaux sociaux ou sur le clear web qui vont me permettre de mener des attaques par ruse? Voilà. Et donc, tous ces pirates ont cette grande capacité, avant même d'être des techniciens de l'informatique, c'est juste de savoir récupérer de l'information sur vos entreprises et sur les collaborateurs qui y travaillent pour préparer ces attaques et aller après avancer dans le process jusqu'à l'action malheureuse. On vous a dit qu'on allait vous donner quelques éléments d'attaque. Si on se projette un petit peu sur le Maroc, quand on vous dit que tout le monde est concerné, on parlait des statistiques mondes, vous avez vu quelques statistiques européennes. Le Maroc, en termes d'attaque par ransomware, n'a pas été épargné. Alors, de façon assez surprenante,
En 2022, il y a eu très peu d'attaques ransomware qui ont été publiées et rendues publiques. Du moins, on en a identifié qu'une seule, ce qui est très peu. On pourrait dire, tiens, le Maroc est certainement épargné. Non, je pense que ils sont plutôt, vous êtes très exposés aux autres risques que Jean-François va vous présenter. Mais sur ce risque ransomware qui a une vraie crainte mondiale, ce qui est le plus inquiétant, c'est que depuis 2023, il y en a déjà 4. Donc, c'est 4 fois plus, ce qui est assez important. Et ce qui est plus important, c'est quand on regarde le type d'entreprise qui est attaquée, des entreprises de logiciels, donc de gestion d'actifs, donc des entreprises qui ont accès à de la donnée financière, mais qui vendent des logiciels, donc qui sont chez énormément de clients. Une banque également qui a été attaquée, une agence de presse, et puis une entreprise spécialisée dans les travaux de signalisation. Là, il y a peut-être moins de liens stratégiques sur cette attaque-là, peut-être une attaque par opportunité, parce que facile. Mais en tout cas, ces 4 attaques en 2 mois montrent une dynamique qui est très surprenante pour le moment. Et quand on couple ça avec des données qui ont fuité dans le dark web, et là vous avez ensuite la liste de types de bases que l'on peut trouver. On trouve une base Avito que vous devez connaître, hein, ce site d'annonce en ligne, avec 2,7 millions de données concernant des Marocains, avec des noms, des emails, des téléphones, des lieux d'habitation, des adresses IP. On retrouve aussi la base Adidas Maroc avec encore des noms, des dates de naissance. Je vous parlais tout à l'heure des problèmes sur les administrations publiques. Le site d'une délégation interministérielle aux droits de l'homme avec des données qui ont fuité, également le ministère de l'Éducation qui a fait fuiter des données et le ministère de la Transition numérique et réforme d'administration. Nous, quand on regarde ça de notre côté, on se dit, certes, jusqu'à présent, le Maroc n'était peut-être pas la cible numéro 1 mondiale. Il y avait les États-Unis avant nous. Les États-Unis concentrent plus de 50% des attaques mondiales. Euh, mais par contre, là, il y a pas mal d'éléments, de faisceaux d'indices qui nous disent qu'il y a certainement des phases de reconnaissance qui sont en cours. Toutes ces attaques sur des bases importantes ces derniers temps montre qu'il y a une collecte d'informations, de reconnaissance autour de la population marocaine. Donc, il y a à craindre, en tout cas, que ces attaques puissent arriver. Et quand je vous parlais d'attaques, Jean-François, je vais te laisser nous expliquer un peu quels sont les types d'attaques finalement qu'on peut avoir. Il y a des choses très techniques, il y a des choses moins techniques. Tu peux peut-être nous éclairer là-dessus. Alors, très rapidement, parce que je pense que le temps passe vite, parce que je suis en train de regarder également l'horloge et on parle beaucoup, Philippe. Donc, la fraude au président, donc fraude au virement, hein, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'était la ruse. Euh, Récupérer un certain nombre d'éléments, notamment sur l'entreprise et de son président, afin d'inciter notamment la direction financière, par exemple, ou un collaborateur qui a accès à un compte bancaire, de réaliser des virements au profit de cybercriminels. Vous avez également le piratage de comptes, donc les piratages de comptes les plus connus, puisque c'est un mélange de plusieurs techniques, hein, hameçonnage, qui permet de récupérer des informations pour éventuellement pirater votre compte de messagerie, par exemple. L'usurpation d'identité, c'est un élément également important. Philippe en parlait également tout à l'heure. Hein. Faire explorer certaines informations afin de se faire passer pour vous et pour vous, hein, lors d'une tentative de cyberattaque. Le rançongiciel, on connaît, hein, rançongiciel couplé avec de l'hameçonnage, éventuellement permet à un cybermalveillant de s'introduire dans votre système et d'y déposer une charge malveillante afin de chiffrer éventuellement vos données. L'intrusion dans le SI également est un élément où on retrouve également, et la plupart du temps, soit une vulnérabilité de votre éditeur, on en parlera dans un des cas, des exemples qu'on pourra vous donner, afin de faire une augmentation de privilèges et de récupérer l'ensemble des droits leur permettant de chiffrer, récupérer et interrompre votre activité. Vol de données personnelles, hein, c'est lié également avec l'intrusion. Et défiguration de site web, c'est d'y changer éventuellement la première page. Et pour terminer, les 2 derniers points, déni de service, donc interrompre l'activité de votre site web en y envoyant
des paquets permettant de saturer les serveurs, que ce soit site web ou infrastructure, donc votre système d'information dans vos locaux, dans vos bureaux, dans votre immeuble, et les virus lorsque vous n'êtes pas équipé en effet d'antivirus. On va arriver très vite à des exemples. Juste, Jean-François, on vous donnera des conseils, mais le meilleur conseil déjà pour se protéger de toutes ces attaques, c'est de laisser le moins de traces possible et le moins de vulnérabilité apparente. Donc, la notion d'audit est importante. Et quand on parle des données qu'on laisse traîner, c'est voilà, un des premiers scénarios d'attaque le plus fréquent, c'est l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est une méthodologie de manipulation psychologique, hein, finalement, à des fins d'escroquerie. Et pour réaliser ces attaques, les pirates vont devoir récupérer un maximum d'informations sur vous. Mieux ils vous connaissent, vos amis, vos centres d'intérêt, vos données, plus ils vont réussir à avoir d'informations sur vous et vous connaître, mieux ils vont pouvoir vous tromper et trouver le bon moment, le bon ressort psychologique pour vous faire réaliser une action qu'ils veulent et qui va mener à votre fin. C'est vous faire cliquer sur un lien qui est piégé, c'est réussir à se faire passer pour Microsoft, par exemple, pour vous faire rentrer vos codes d'authentification sous prétexte d'une mise à jour de votre mot de passe, c'est se faire passer pour votre meilleur ami avec qui vous partagez la passion commune pour le tennis et vous envoyer sur votre email professionnel une vidéo justement de Rafa Nadal à Melbourne. Voilà, ça va être ça l'ingénierie sociale et tout part de bien vous connaître. Et c'est pour ça que quand on parle de sécuriser votre vie, vous aujourd'hui en tant que collaborateur, en tant que dirigeant, vous avez deux vies numériques. Vous avez une vie numérique professionnelle qui est gérée par votre entreprise, que votre entreprise sécurise. Mais on va le voir dans les exemples d'attaque, les pirates vont de plus en plus s'intéresser aussi à votre vie personnelle pour trouver des points d'entrée et les passerelles vers votre vie numérique professionnelle et donc vers l'entreprise. C'est pour ça que nous, Jean-François, je vais te laisser nous dire ce qu'il faut retenir de tout cela avant qu'on passe aux exemples d'attaque. Merci Philippe. Alors c'est vrai que ce qu'il faut retenir, c'est que les surfaces d'attaque n'est pas un périmètre statique pour les hackers. C'est vraiment un organe vivant et en perpétuelle mutation qui exige de votre part et de la nôtre, puisqu'on protège aussi nos clients de tous les instants. Et de prendre conscience que ces failles prendre conscience de ces failles sont un élément qui vous permet de mettre en place une cyberhygiène, voire même une cyberhygiène collective. Parce que l'idée, c'est de faire profiter de votre expérience à l'entreprise qui est à côté de vous, en lui indiquant, en lui donnant les réflexes que vous avez eus dans le cadre de votre cyberprotection. Ce qui vous permettra de bâtir une vraie barrière en réduisant votre risque. On ne vous vendra jamais que 100% de sécurité existe, mais ce qui a été très justement dit tout à l'heure, c'est que ce qui est important de savoir, c'est ce qui est important de protéger. Donc, à partir du moment que vous avez cette démarche-là, ça vous permet de protéger votre savoir et d'en assurer une cyberprotection. Quelques exemples pour illustrer et on finira justement sur ces cas concrets et puis sur les conseils. Mais c'est un exemple, c'est que des choses réelles hein, dont on va vous parler avec Jean-François. C'est pour vous illustrer à quel point vos données personnelles vous exposent vous et votre entreprise et que vous soyez un expert en cybersécurité ou pas au sein de votre entreprise. On avait rencontré un responsable sécurité informatique d'une entreprise française, une ETI, à qui on expliquait que voilà, les données qu'il exposait ou que ses collaborateurs exposaient pouvaient mettre à mal son entreprise. Et il nous explique qu'il ne croit pas trop en ça, que pour lui, la seule sécurité des réseaux suffit, qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Alors du coup, il nous a lancé un défi, essayer de simuler une attaque à partir de mon exposition numérique. Et bonne chance parce que moi, je n'ai pas grand-chose de visible. Donc, on commence à s'intéresser à ce monsieur. On regarde s'il existe sur les réseaux sociaux et
En effet, à son nom, on ne trouve pas grand-chose. Il ne s'expose pas beaucoup. Donc là, il lance plutôt un challenge intéressant. Et puis, on va reproduire ce que fait le pirate. Le pirate, il ne s'arrête pas à son premier échec quand il commence à chercher. Je vous rappelle la phase de renseignement au début, qui est son savoir-faire central. Et il va s'intéresser à l'entourage de cette personne-là. Donc, il va chercher, quand il cherche des informations sur cette personne, il trouve des personnes qui ont le même nom. Et il s'arrête sur un profil Facebook d'une dame qui a le même nom que ce monsieur. Et en allant sur le profil Facebook, il voit sur la page, la photo de la page d'accueil qui est publique, que n'importe qui peut voir. Il voit que cette dame, elle est en photo avec un monsieur et ce monsieur ressemble totalement à notre RSSI. Donc là, c'est plutôt intéressant en termes de démarche. On commence à voir un peu l'environnement. On peut estimer que c'est quelqu'un qui lui est proche et très certainement son épouse. C'est une supposition. Et quand on va dans le profil Facebook de cette dame, on voit qu'elle partage des photos et notamment un post où elle transfère, elle partage à tout le monde une photographie et dessous elle a commenté qu'elle était très fière de la passion pour la photo de son mari et qu'elle encourageait tout le monde à aller voir le blog de photographie de son mari. Donc en bon hacker, on suit les instructions, on clique, on va sur le lien, on arrive sur cette page, sur le blog. Et on se dit, quand on voit ça, on voit un joli petit chien, on se dit, mais à quel point ce chien peut être une menace, finalement, pour notre RSSI. Et ben, ce qui est intéressant, c'est que ce petit chien, il a une médaille, et quand on zoome sur cette photo, et cette histoire est une histoire vraie, alors ce n'était pas cette photo-là, c'était une autre photo, mais quand on zoome sur cette médaille, il y a un numéro de téléphone au cas où ce petit chien soit perdu. Et il se trouve que là, on a le numéro de téléphone de notre RSSI. Alors, c'est très intéressant parce que en allant chercher d'autres informations sur lui, quand même, on a réussi à trouver son adresse personnelle. Et là, on pourrait déjà imaginer un premier scénario d'attaque par SMS, ce qu'on appelle du smishing, c'est-à-dire lui envoyer un message par SMS sur son téléphone piégé. Et on pourrait lui écrire, on voit qu'il est fan de photos. Comme tout bon photographe, il signe qu'il a pris cette photo avec un Nikon, avec tel focal, tel temps d'exposition. Et ben, on va pouvoir lui envoyer un petit SMS de la part de la boutique Nikon juste à côté de chez lui en lui disant cliquez sur le lien pour voir la nouvelle promotion qu'il y a. Le SMS venant de la boutique à côté de chez lui qu'il fréquente très certainement et sur une promotion d'un appareil d'une marque qu'il connaît, la probabilité qu'il clique dessus est très forte. Mais ça, ce serait presque trop facile. Ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser au pseudonyme qui est utilisé pour ce blog, qui est Mocha35, qui est donc un pseudo totalement anonyme. Faire le lien entre le pseudo et notre RSSI, on va l'appeler Jean Dupont, est pas évidente. Et quand le pirate, il va regarder un peu Mocha35 qui il est. Et sur des forums, on peut voir qu'il y a un Mocha35 qui s'exprime sur un forum de responsables sécurité, de spécialistes de la cybersécurité. Et ce Mocha35 dit voilà, je viens d'arriver depuis quelques mois dans ma nouvelle entreprise. Ils ont installé un firewall. Il y a des gros problèmes de paramétrage. Voici les paramétrages, les spécifications. Est-ce que vous pourriez m'aider à me conseiller? Il n'y a pas de problème en soi. Il parle sous couvert d'anonymat. Faire le lien entre lui et son entreprise est impossible. Sauf par un pirate qui sait croiser les données, recouper les informations pour déduire que Mocha35, qui a un problème sur son firewall, c'est celui qui prend des photos de son petit chien et qui est aussi le RSSI de l'entreprise. Voilà l'ingénierie sociale et voilà comment des données anonymes, un simple like, une médaille, un pseudonyme, une adresse personnelle, peuvent porter à la perte d'une entreprise de beaucoup d'argent ou de vol de données. Jean-François, peut-être nous donner quelques exemples aussi là-dessus. Je te laisse. Est-ce qu'on peut revenir Ton sur... ton micro est coupé, Jean-François. Ouais. Oui. Merci. Allez-y, Jean-François, comme ça on donne la main. Allez-y. Merci Kamal. Et très rapidement, je vais vous exposer rapidement plutôt un cas qui me revient en tête. C'est une entreprise de marketing digital dans le secteur du recouvrement, 30 collaborateurs. On t'a perdu, Jean-François. Pourtant, je suis là. Vous m'entendez? Vas-y. Bon, t'es revenu. Donc, je reprends rapidement. Je souhaite plutôt vous présenter rapidement et de manière synthétique un cas qui m'est revenu, qu'on a traité, puisqu'ils nous ont appelés pour pouvoir les aider. Et d'ailleurs, Another Way va travailler avec nous sur le sujet aujourd'hui. Une entreprise dans le marketing digital, recouvrement dans le secteur du recouvrement.
30 collaborateurs. Le vecteur d'attaque, ça a été une cyberattaque sur la production. Pas de plan de continuité d'activité. Un scan des actifs exposés sur Internet. Donc, une vulnérabilité qui a été détectée sur un équipement de sécurité qui a permis, non mis à jour, qui a permis aux cyber malveillants de s'introduire sur les réseaux, en tout cas sur le réseau du client. Couplé à une attaque DDoS, donc ils ont tout pris. Couplé à une attaque DDoS, prise en main des serveurs exposés, augmentation de privilèges, donc ça veut dire d'un utilisateur lambda, on passe à un utilisateur super utilisateur ou administrateur, chiffrement des données, impossible d'accéder aux données. Tout se fait le vendredi soir quand les équipes informatiques partent. Donc, indisponibilité des serveurs de production, arrêt de la production, les équipes sont rappelées en urgence. Incidence tant, alors sur la partie opérationnelle, vous aurez compris ce que je viens de vous expliquer. Sur le plan plutôt organisationnel, donc ça a été une situation très difficile et psychologique pour le dirigeant et les membres du comité de direction, même pour une trentaine de collaborateurs. Il y a eu une augmentation du stress des collaborateurs n'étant pas suffisamment informés. Pourquoi? Parce que le client n'était pas suffisamment sensibilisé à ce type de risque. La crainte du devenir de l'entreprise, parce que l'entreprise a été sérieusement touchée, et éventuellement une violation de données à caractère personnel. Donc tout ça pour vous dire, si ce client, alors maintenant c'est devenu notre client comme je vous l'indiquais, avait mis en place les recommandations qu'on va vous présenter d'ici quelques instants, il aurait pu repartir plus rapidement, rassurer ses collaborateurs et pérenniser son activité. Aujourd'hui, pour 30 collaborateurs avec un chiffre d'affaires pour cette entreprise de l'ordre de 10 millions d'euros, ça lui a coûté à peu près, et il a de la chance parce qu'il est quand même reparti assez vite. Quand je dis assez vite, ça lui a pris 2 semaines. Ça lui a coûté à peu près 1 million d'euros. De perte, 1 million d'euros de manque à gagner? De manque à gagner. Jean-François, tu as encore quelques slides parce que là, il faut qu'on passe. Non, c'est bon. Les mesures C'est bon? simples, voilà. Eh ben, merci, merci. Je n'ai pas voulu vous arrêter parce que c'était intéressant, la vérité. Merci beaucoup, Luc et Jean-François, pour cette brillante intervention. Je pense que les uns et les autres qui sont avec nous ont pris aussi beaucoup de plaisir à vous entendre et à vous écouter, à vous suivre. Je reviendrai auprès de vous, bien sûr, questions-échanges. Maintenant, je vais céder la parole à Mohamed Ben Hamamouche. C'est Mohamed? C'est Oui, Mohamed? bonjour à tous. Merci d'être patient avec nous, Zi Mohamed. On a un petit peu débordé, mais je pense que l'intervention était intéressante et puis c'est ce qui est de façon pédagogique et ainsi de suite. Maintenant, Zi Mohamed, merci Zi Mohamed, tu es le responsable, le patron de la sécurité groupe au niveau du groupe TGI Wafamon, qui est leader de la place et qui est un groupe panafricain, qui est le Marée Humaine, tabarakallah, avec beaucoup d'interactions et tout ça. Je sais que tu as suivi particulièrement avec intérêt cette intervention de Luc et Jean-François. Je te remercie, Zi Mohamed, et je te cède la parole en tant qu'expert au niveau du groupe Tijari Wafamon de ces aspects. Zi Mohamed, la parole est à toi. Très bien, très bien. Je vous remercie. Donc, bon cyber après-midi à tous. Donc, voilà, je me présente. Je suis Mohamed, responsable sécurité opérationnelle du groupe Tijari Wafamon. En fait, comme il a été échangé lors de la première demi-heure de ce webinaire, nous évoluons tous dans un environnement qui est hautement digital et hautement connecté. Et donc, qui d'entre nous ne dispose pas aujourd'hui d'un téléphone mobile ou d'un laptop ou d'une télé connectée chez lui? Et ça veut dire que nous sommes tous exposés à des risques cyber et nous sommes tous susceptibles d'être des victimes de cyberattaques un jour. Pour ça, donc, faut qu'on soit préparé et qu'on soit d'abord aussi sensibilisé par rapport au risque de la cybersécurité.
Donc, je souhaite commencer par des chiffres. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran. Donc, si on veut compléter Oui, un peu c'est bon, c'est bon. ce qui a été présenté tout à l'heure, il faut savoir que 9 milliards de données bancaires ont été exposées ou divulguées durant l'année de 2019 et qu'il y a eu une hausse de 400% des cyberattaques durant durant la crise sanitaire. Et ça, il est dû au télétravail et à l'utilisation à distance des systèmes d'information. Donc, ce qui a exposé encore plus les entreprises à des cyberattaques. Il y a eu où il y a 3 millions de virus qui sont développés et qui infectent les différents ordinateurs et serveurs à travers le monde par jour, ce qui est un chiffre énorme. Et on estime à 13 milliards de dollars les pertes financières en moyenne par entreprise. Et aussi, il faut savoir qu'on échange, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un environnement hautement connecté et donc il y a un nombre d'échanges très important. Donc on a presque 300 milliards de mails échangés par jour, ce qui rend le vecteur mail un vecteur qui est très utilisé pour attaquer, pour toucher les cibles. Et enfin, donc 94% des logiciels malveillants sont délivrés par les emails. C'est le vecteur, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est le plus utilisé par les hackers pour pouvoir atteindre les utilisateurs. Si on veut compléter les exemples présentés tout à l'heure, donc il y a eu des attaques récentes qui ont causé des pertes financières énormes. Il y a eu l'attaque Uber où l'utilisation des accès distants au système d'information a été utilisée pour réaliser une attaque et exposer des systèmes d'information critiques concernant Uber. Et aussi, il y a eu une fuite de données de 190 gigas de données qui ont été volées et exposées dans le dark web qui concerne Samsung et qui ont fait l'objet d'une demande de rançon par les hackers pour éviter la divulgation. Face à tout cela, comment une entreprise et comment au niveau de Tijari Wafa Bank on fait pour sécuriser notre système d'information, sécuriser l'information. Donc, il faut d'abord avoir l'engagement du sponsor et le sponsorship du top management, parce que sans ça, il n'y aura pas de moyens mis en place pour sécuriser. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une sensibilisation à haut niveau. Donc, les responsables des différentes entreprises soient sensibilisés par rapport au risque de la cybersécurité. Il faut aussi définir une gouvernance claire autour de la sécurité des systèmes d'information, les rôles et les responsabilités, définir la politique de sécurité et aussi les standards qui en découlent pour pouvoir établir un cadre sécurité dans l'entreprise qui est très verrouillé. Donc, en face de ça, donc, il faut intégrer la sécurité de l'information dans les projets et dans la phase de construction, ce qu'on nomme aussi Security by Design. Il faut être inscrit dans une démarche de sécurité dans tous les cycles de développement de projets, dans tous les cycles de mise en œuvre des projets pour s'assurer que la sécurité est bien assimilée et intégrée. Il faut bien évidemment veiller à ce qu'on ait un contrôle sécurité permanent. Donc, à chaque fois qu'on doit verrouiller les indicateurs sécurité, s'assurer qu'on n'est pas exposé, qu'on n'a pas de vulnérabilité qu'on ne cache pas et qu'on n'a pas de risque qu'on n'a pas identifié. Donc, il faut avoir un contrôle continu de toute la sécurité pour s'assurer de la conformité de l'état actuel par rapport à la politique que nous avons définie. Il faut bien évidemment faire une veille cybersécurité continue. On parle de plusieurs vulnérabilités déclarées par semaine, chaque jour,
passe, on reçoit un bulletin d'alerte de la part des différents organismes pour nous annoncer qu'il y a une vulnérabilité quelque part, il y a 0D quelque part et qu'on doit corriger. Donc, pour être un peu informé et pouvoir réagir à temps et anticiper les risques, il faut faire de la veille cybersécurité. Et enfin, il ne faut pas oublier le facteur humain par rapport à tout cela. On dit toujours que par rapport à la cybersécurité, le maillon le plus faible, c'est l'humain. Donc, il faut une acculturation continue de la cybersécurité dans l'entreprise. Il faut veiller à ce que nos utilisateurs, nos collaborateurs puissent être sensibilisés d'une manière continue par rapport à la cybersécurité parce que c'est par eux que tout va commencer. Donc, si on a un utilisateur sensibilisé, cet utilisateur ne va pas cliquer sur un lien sur un mail de phishing et donc on va anticiper les risques. La sensibilisation des utilisateurs n'est pas à elle seule suffisante. Il faut verrouiller les process de recrutement, donc par rapport à la formation des utilisateurs avant leur intégration. Il faut avoir des personnes qui travaillent surtout dans le domaine IT qui sont formées, parce qu'on ne peut pas, une erreur humaine peut divulguer une information ou exposer un système à risque. Donc, il faut former les personnes et les administrateurs du point de vue technique. Au Maroc, donc, la sécurité de l'information est régie d'une manière générale par une réglementation. On a la Directive nationale de la sécurité des systèmes d'information qui a vu le jour il y a quelques années et qui a donné un cadre global de la cybersécurité dans le Maroc. On a aussi la loi 09, 08 et RGDP qui régissent un peu toute la partie protection des données à caractère personnel et récemment la loi 0520 relative à la cybersécurité. Donc, on voit que au vu des risques et au vu des enjeux, au niveau du Maroc, on a enrichi un peu la réglementation et les cadres réglementaires pour s'assurer que la cybersécurité est prise en charge à tous les niveaux. Bien évidemment, pour les organismes qui traitent les numéros de carte bancaire, on a vu tout à l'heure que le vol d'informations est un des objectifs les plus importants. Le vol d'informations bancaires reste aussi un des objectifs les plus tentés par les hackers. Et du coup, on a une réglementation et des exigences autour de ça, notamment PCI DSS, qui régissent toute la partie relative aux porteurs de cartes bancaires. Si on veut un peu regarder quels sont les risques qui touchent les utilisateurs et comme j'ai dit tout à l'heure, le facteur humain par rapport à toute la partie cybersécurité, on a parlé de social engineering. Le social engineering, il va cibler un peu la vulnérabilité, non pas technologique, mais la vulnérabilité humaine en tentant un peu d'exploiter cette vulnérabilité pour arriver à toucher le système d'information ou à exfiltrer des données, etc. Quels sont les vecteurs qui sont les plus utilisés pour atteindre l'humain? Donc, le premier, et on a parlé plusieurs fois durant ce webinaire, c'est le phishing. Donc, le fait de recevoir des emails qui vont nous inciter à fournir des informations confidentielles ou de cliquer sur des liens, de télécharger des pièces jointes pour soit voler des informations ou infecter les cibles. En fait, c'est un vecteur d'attaque qui est le plus utilisé, qui est le plus commun pour les utilisateurs aujourd'hui. On a aussi des variantes, et on a vécu ça au Maroc récemment, donc qui vont utiliser un autre canal en dehors du mail, c'est le smishing. Donc, c'est l'utilisation du SMS pour pouvoir véhiculer des attaques de phishing pour inciter les personnes à cliquer ou inciter les personnes à fournir des informations confidentielles. Et enfin, le phishing, c'est le fait d'appeler des personnes par téléphone en se faisant passer par un organisme ou un autre
afin qu'ils puissent divulguer des informations qui seront par la suite réutilisées pour une attaque ou qui peuvent aider à divulguer des informations sensibles. L'utilisateur, du moment qu'il évolue dans un environnement connecté, donc il doit protéger ses devices, protéger son système, protéger l'accès aux différentes informations. Donc, il utilise souvent les mots de passe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des mots de passe utilisés aujourd'hui ils sont vulnérables. Vulnérables, pourquoi? Parce qu'on choisit souvent la facilité. On va, au lieu d'avoir un mot de passe complexe qui va nous aider à vous verrouiller un peu et à sécuriser nos données, on va utiliser un mot de passe qui va nous simplifier la vie, la date de naissance, un mot de passe donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ce qui expose à la fois la personne, mais aussi l'entreprise où il évolue à des risques cybersécurité parce que ça peut être exploité par la suite pour pouvoir réussir des attaques ou même exfiltrer les données. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut, en tant qu'utilisateur, il faudra choisir des mots de passe complexes qu'il faudra renforcer quand ils le font, notamment pour les applications critiques et les systèmes critiques. Il faut renforcer par un deuxième facteur d'authentification qui va un peu dissuader les hackers à tenter à accéder à votre système. Donc, pour conclure, au niveau d'artillerie Wafa Bank, donc, on a une conscience envers nos utilisateurs. Donc, on va sensibiliser nos utilisateurs par rapport à la sécurité, mais aussi on a une responsabilité vis-à-vis de nos clients. Donc, on doit les sensibiliser par rapport aux risques cybersécurité, notamment lorsqu'ils utilisent des applications transactionnelles ou des applications qui peuvent avoir un impact financier sur nos clients. Donc, ce qu'on leur demande, c'est ce qu'il faut faire attention notamment à ces attaques de social engineering et de phishing, et qu'il faut savoir que la banque ne va jamais demander à un collaborateur de lui communiquer son identifiant, son mot de passe, son numéro de carte bancaire, etc. parce que on sait que c'est un vecteur utilisé pour réaliser des attaques. Il faut aussi savoir que tout passe par les sites officiels. Il n'y a pas on va pas partager des liens qui ne sont pas officiels. Donc, tout passe par les canaux officiels de la banque. Il n'y a pas d'autres canaux en dehors de ce qui a été défini. Et enfin, qu'il y a un centre de relations clients qu'il faut contacter en cas de doute ou par mail ou par téléphone pour soit verrouiller une carte bancaire qui a été, que vous soupçonnez, qui a été utilisée d'une manière frauduleuse ou que vous soupçonnez une attaque sur votre compte. Donc, en gros, au niveau de CGL et Wafa Bank, c'est comme ça qu'on voit un peu la cybersécurité et c'est ça, plus ou moins, les mesures sécuritaires qu'on a mis en place pour sensibiliser nos utilisateurs et aussi nos clients. Merci beaucoup, Azzi Mohamed, pour cette intervention très claire d'un expert terrain. Si vous voulez mettre vos caméras comme ça, si ça ne vous dérange pas, comme ça on passe à l'échange entre nous, Luc, Jean-François et Azzi Mohamed. Comme ça, on passe à l'échange. Vous arrivez, Luc? Oui, on est là. Voilà, donc merci à vous trois pour ces interventions qui présentent clairement un petit peu le contexte et vos expertises terrain. Moi, les questions qui me viennent à l'esprit au niveau de Philippe et Jean-François, finalement, quel est le profil type de ces PME, de ces ETI qui sollicitent l'accompagnement, votre accompagnement, et quel est à peu près le délai moyen? Ça veut dire, vous commencez par quoi? Est-ce que, ça a été dit et redit, mais je pense qu'il faut aussi insister, est-ce que l'implication du board, elle est décisive au niveau de l'alignement?
Et quid des moyens aussi, ça veut dire le coût se pose pour une PME, le coût se pose pour une PME. Et puis surtout, est-ce que pour une TPE, par exemple, une petite entreprise, il faut plus d'accompagnement, il faut insister plus parce qu'ils ont des ressources limitées, ils ont un staffing limité, ainsi de suite. Et est-ce que aussi en Europe et en France particulièrement, la cyberassurance est quelque chose qui est d'acuité. Ça veut dire que les entreprises n'hésitent pas. Ça veut dire que oui, on souscrit à des assurances contre la cybercriminalité, les cyberattaques et tout ça. Ça, c'est pour vous, Jean-François et Philippe. Philippe. Et pour Zé Mohamed, une question qui me vient à l'esprit aujourd'hui en tant qu'expert terrain sur ce sujet. Moi-même, je l'ai vécu. Je sais qu'il y a des restrictions, qu'on n'utilise pas des clés USB, qu'on on transporte pas, on télécharge pas, et puis ainsi de suite. Ça, je le sais parfaitement. Donc, il y a des restrictions et les gens doivent s'y accommoder. Est-ce qu'aujourd'hui, l'expert Zé Mohamed, si tu devais faire un KPI ou un scoring, est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce qu'il y a encore de la marge pour emborder l'humain, comme tu dis, qui est le maillon faible? Nous sommes le maillon faible. Et quelles sont finalement les prochaines étapes? Est-ce que ces interventions aujourd'hui, tu l'as dit et répété, parce que une banque comme Tijari, elle a des partenaires, elle doit les rassurer, tout ça. Ça, c'est des vrais sujets, parce que c'est vraiment des, vraiment des sollicitations qui sont quasiment portant en équipe, et je l'imagine, de tous les jours. Donc, je vous cède la parole, Philippe, Jean-François et Mohamed. Et puis j'ai une question aussi qui est posée ici, pardon. Quels sont les indicateurs qui nous permettent de savoir que notre entreprise ou application est menacée et comment agir pour la protéger? Bon, c'est une question des CESF qu'il a posée à l'instant aussi, si vous pouvez répondre. La parole est à vous. Kamal, rapidement, alors le type de client, nous, peu importe le type de client, à partir du moment qu'il a compris, qu'il prend conscience qu'il faut qu'il protège sa donnée. Ensuite, on a une posture de départ avec le client. On ne sera pas dans une démarche d'empilement de matériel. L'idée, c'est de comprendre avec lui quels sont ses risques. Quand on a compris ces risques, quelle que soit la taille de l'entreprise, une TPE, une PME, une ETI, une grande entreprise, la démarche sera la même, mais l'effort sera différent. L'idée, c'est de comprendre quels sont les risques de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit protéger, qu'est-ce qui est important pour elle, afin qu'on puisse mettre l'effort sur une organisation autour de son entreprise par rapport à ce qui doit être protégé. Donc, on partira en fonction de l'entreprise, de la sensibilisation. Alors, en effet, le maillon faible est également l'utilisateur, mais pas que. Aujourd'hui, on voit les Américains qui demandent aux éditeurs et aux constructeurs de produits et de logiciels de sécuriser au mieux leurs applications ou leurs équipements avant de les commercialiser. Parce que un des maillons faibles également, c'est le matériel ou les applications. Pourquoi? Parce qu'il y a des vulnérabilités qui sont soit connues ou soit pas connues, donc 0 day, qui le sont à un moment précis. Donc, notre démarche est celle-là, c'est identification des risques, mise en place d'une organisation autour de ce qui est important pour le client, tant organisationnel que technique, et de réduire son risque. L'idée, c'est de réduire son risque afin que, enfin très égoïstement, qu'un cybercriminel passe sur une entreprise qui, elle, n'a pas fait l'effort de se sécuriser. Puis est-ce que les entreprises, Jean-François et Luc, est-ce qu'ils perçoivent ce transfert de création de valeur finalement? Parce que finalement, si je me protège, j'ai un core business, j'ai un partenariat, j'ai un business qui doit tourner. Et finalement, c'est comme si je fais un business case en agissant de la sorte, mais je préserve mes acquis et tout ça. Est-ce qu'ils arrivent à le chiffrer finalement? Est-ce qu'ils arrivent à chiffrer? Est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce qu'il y a un alignement au niveau du board des entreprises? Alors, pour répondre très directement à Kamal, beaucoup d'entreprises viennent à se sécuriser
lorsqu'elles atteignent, enfin lorsqu'elles subissent deux éléments. Parce que c'est lors d'une cyberattaque, donc on le chiffre, hein, entre le coût de la cyberattaque et le coût de la mise en place, il n'y a pas photo. Et ensuite, c'est suite à l'expression d'un de ses partenaires, ou en tout cas un de ses clients. Je prends le cas d'une banque qui demande à ses partenaires, dans le cadre de questionnaires de sécurité, quels sont les éléments mis en place dans votre sécurité afin de protéger les actifs que vous gérez éventuellement pour votre banque. Parce que elle-même, la banque est soumise à des prérogatives de sécurité. Elle se doit non plus uniquement ne pas protéger ses actifs, mais d'aller regarder ce que le prestataire fait à côté. C'est très clair. Donc, très clair. Est-ce que Jean-François, une autre question? Quand vous faites une mission, par exemple, est-ce qu'il y a un accompagnement post-mission? Ça veut dire qu'on revient pour s'assurer que les choses tournent bien au niveau d'une entreprise et que finalement tout ce qui a été fait pour voir un petit peu, c'est comme une démarche qualité finalement. Est-ce qu'on est vraiment embordé et que les gens ont pris l'habitude et que les choses se passent bien? Alors, Kamel, alors il est vrai qu'au même titre que les audits, les pentests, on a toujours, en effet, on audite, on vient vérifier qu'il y a eu remédiation sur les vulnérabilités qui ont été découvertes. Et aujourd'hui, ce qu'on voit sur l'organisation de la sécurité, on voit que les clients ne souhaitent pas, enfin, souhaitent un accompagnement, mais beaucoup plus dans la durée. Et on parle là plutôt de RSSI, CISO externalisé. Alors, ça peut être 2 jours par semaine, enfin, peu importe la durée, mais ça les rassure d'avoir un expert et un professionnel qui leur permet de pointer du doigt tout de suite ce qui ne va pas. Et les accompagner en fin de compte, c'est de rendre une visibilité à un chef d'entreprise qu'il n'avait pas dans le cadre de sa transformation digitale, et de s'associer notamment avec Philippe, parce qu'aujourd'hui, on le fait beaucoup avec Philippe, et de pouvoir mesurer ce qui est dit, ce qui est fait, notamment dans le Deep Dark Web, sur une entreprise, et d'identifier éventuellement un risque qui pourrait survenir. Et puis, est-ce que les gens, une dernière question que j'avais posée tout à l'heure, au niveau de au niveau de l'assurance, les gens s'assurent contre les cyberattaques? Est-ce que c'est quelque chose qui est courant ou exceptionnel? Est-ce que vous qui, Jean-François et Luc, connaissez parfaitement le terrain, est-ce que c'est quelque chose qui est dans les mœurs? Ça veut dire qu'on s'assure, on prend un coup, mais si par malheur il y a quelque chose, ben, l'assurance pourrait prendre le relais, comme tu dis, des manques à gagner au niveau d'une entreprise, puisque si elle est attaquée, elle veut peut-être arrêter une demi-journée ou 2 heures ou 3 heures, et ainsi de suite. Sur la partie, Philippe, tu veux prendre la parole? Oui, bah, comme tu veux, mais peut-être enfin, moi, la question, je répondrais simplement oui, il faut une cyberassurance. Il faut s'assurer. Mais attention à comment on s'assure et attention à l'effet de l'heure que peut avoir une assurance cyber. L'assurance cyber n'empêche pas le problème. C'est-à-dire qu'on peut être attaqué et que l'assurance cyber va couvrir certains dommages liés à l'attaque. Donc, dans certains cas, ça peut être toute la partie de forensique, donc de recherche de la problématique, de réparation du système, de remise en marche du système. Certaines peuvent couvrir même une partie du remboursement des pertes, de la perte d'exploitation. Mais attention, il y a plein d'autres dommages en fait, qui ne sont pas pris en charge forcément par les cyberassurances. Il y a notamment le risque juridique. On peut parler de celui-ci. Par exemple, vous faites voler des données personnelles. Vous avez un cadre réglementaire qui dit que voilà, vous devez les protéger. Vous pouvez avoir des recours massifs des personnes qui se sont fait attaquer. On le voit très bien en Amérique du Nord en ce moment. Au Canada, il y a une loi, la loi 25, qui est l'équivalent du RGPD européen, où des clients, voire même des collaborateurs dont les données ont été fuitées, donc dont les données se sont échappées des systèmes d'information suite à une attaque, et ben ces personnes se retournent et portent plainte, font des recours collectifs, des class actions contre ces entreprises, et on parle de centaines de millions de dollars.
que cela va coûter aux entreprises. Donc, il y a ce coût juridique. Et quand on est une PME, on a le même problème. C'est-à-dire qu'on peut se retourner quand même contre nous. On le voit en France, on a quelques PME qui ont des soucis juridiques suite à des attaques. Ensuite, il y a le risque humain, il y a le risque réputationnel. Voilà, tous ces risques-là ne sont pas couverts par l'assurance. Donc, Très oui, clair. il faut une assurance, mais la seule vraie stratégie, c'est de ne pas se faire attaquer. Très clair. Et pour, Merci et pour pouvoir infiniment. rebondir pardon, Kamal, sur les propos de Philippe et clôturer la partie assurantielle, ce qu'il faut comprendre, c'est que en effet, les assurances protégées, il y a encore quelques temps, je parlerai uniquement pour la France, mais je pense que c'est plutôt européen, un peu mieux les entreprises, sans regarder le système d'information de leurs clients. Mais aujourd'hui, puisque j'ai le cas là, que nous sommes en train de traiter avec un de nos clients, un grand cabinet d'architectes, mais aujourd'hui, les assurances demandent de vérifier et ils s'assurent que le client qui souhaite contracter une assurance ait un minimum de sécurité basé sur une norme internationale qu'on connaît Très tous, clair. en tout cas les experts Très connaissent clair. tous, Très ISO clair. 27000. Très clair. Très clair. Sidi Mohamed, la parole est à toi sur les questions. Puis il y avait une question qui a été posée par Sidi Mohamed. Si Yassine, il dit, y a-t-il un échange entre les banques relativement aux menaces ou éventuellement si pas? Est-ce que les banques Ah oui. communiquent entre elles, Donc, parlent entre elles? avant d'arriver en réponse aux questions, donc j'aimerais juste compléter par rapport à deux points. Ici au Maroc, donc les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent attaquer ce volet cybersécurité. Et toutes n'ont pas les moyens d'avoir des équipes sécurité à leur côté. Donc, faudra sûrement trouver un partenaire capable d'aider les entreprises durant toutes les phases, identifier les risques, sécuriser, monitorer et aussi pour compléter, répondre après l'incident. Donc, aider l'entreprise à se remettre sur les pieds après un incident cybersécurité qui est, à mes yeux, un élément très important. Deuxième point, c'est par rapport à la cyberassurance. C'est pas qu'en France, on commence à voir ça au Maroc. En tant qu'organisme important, il y a aujourd'hui des offres cybersécurité, cyberassurance pour les entreprises qui ont des risques, mais c'est juste une partie de la réponse, mais pas toute la réponse au risque cybersécurité, parce qu'on fait que transférer un bout de risque à une assurance. Mais l'image de marque, le risque juridique reste toujours porté par l'entreprise et les dirigeants de cette entreprise. Donc, oui, c'est une réponse, mais il faut verrouiller. Les assurances cyber aujourd'hui, avant d'entamer et d'offrir une offre complète de cyberassurance, et elles vont aller faire une sorte de benchmark et d'analyse pour savoir où est-ce que l'entreprise est positionnée du point de vue cybersécurité. Est-ce qu'elle a la politique? Est-ce qu'elle est protégée? Est-ce qu'elle a mis en place des dispositifs? C'est ce qui va lui permettre d'offrir une assurance cyber adéquate. Pour revenir à la question de Yassine, donc effectivement, il faut savoir que les hackers sont multiples et on ne peut pas faire face aux hackers et aux menaces tout seul. Donc on doit évoluer dans un écosystème qui est complémentaire, partenaires, entreprises, éditeurs, constructeurs, etc. Si on ne travaille pas tous ensemble, on ne va jamais faire face aux cyberattaques. Et du coup, au Maroc, les banques ont une base d'échange, on va dire, pour tout ce qui concerne la cybersécurité, l'anticipation, mais aussi la réaction. Donc, dès qu'il y a une alerte, toutes les banques sont informées et s'informent entre elles pour pouvoir réagir à temps et faire face à ces risques-là. Bien sûr que les banques échangent. Ce n'est pas fait uniquement au niveau banque, mais aussi même au niveau de la DGICC, qui est aussi aujourd'hui le régulateur global de la cybersécurité au Maroc. Et du coup,
il y a des bulletins d'alerte cybersécurité diffusés par le Massar, mais il y a un certain nombre de processus d'échange avec la DGICC autour de toute la partie cybersécurité pour l'informer en cas d'incident, par exemple, etc. Par rapport à votre question, c'est quand même tout à l'heure, la première question, est-ce que le fait de verrouiller l'USB, protéger le mail, mettre en place des dispositifs, ce qu'on avait mis auparavant, est-ce que c'est suffisant? Bah, je dirais que non, parce que nous, on évolue du point de vue de protection et les hackers évoluent eux aussi avec leurs attaques. Avant, il n'y avait pas les OIT, par exemple, les caméras connectées, les senseurs connectés, les thermostats connectés, etc. Et aujourd'hui, ces éléments-là sont aussi des vecteurs d'attaque utilisés par les hackers pour s'infiltrer. Donc, il faut avoir une veille continue, il faut être vigilant tout le temps, ne jamais baisser les bras. On dit que le diable est dans les détails. Et ça s'applique aussi sur la sécurité. Le jour où on va oublier de patcher une caméra, c'est le jour où on va avoir le fameux hacker avec nous en train de regarder notre caméra. Donc, il faut être très vigilant. Jamais se dire que c'est suffisant, on est protégé à 1000%, donc, et continuer à renforcer la sécurité. Très clair, Azzi Mohamed, merci infiniment. Et un mot pour, je sais qu'on n'a pas on peut pas tout détailler dans ce webinaire qui est passionnant, la vérité avec vous. Merci beaucoup aux trois experts. Un mot de conclusion, Luc, par ordre, Luc, Jean-François et Azzi Mohamed. Luc? Oui, absolument. Bah, en conclusion, écoutez, je crois que déjà, il y a eu pas mal d'exemples et on converge tous vers l'importance d'intégrer maintenant dans les PME la notion de cybersécurité. Mohamed parlait de gouvernance tout à l'heure. Il faut que vous puissiez avoir les moyens pour piloter vos entreprises, comme vous pilotez plein d'indicateurs, de piloter le risque aussi cyber. Pour cela, faire appel à des professionnels qui vont pouvoir auditer, vous donner des éléments de comparaison, parce que la protection à 100% n'existe pas, mais par contre, on peut, nous, agir, nous et les autres acteurs de la cyber, agir pour vous aider à diminuer ce risque, diminuer la probabilité à ce risque, et surtout éviter d'être une cible facile. On vous a donné tout à l'heure des conseils, vous aurez dans les supports des conseils. Moi, pour ma partie, j'insisterai toujours sur voilà, vigilance sur les données que vous transmettez à l'extérieur, à vos fournisseurs, à des plateformes de vente, voilà, de tout ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Tout ce que vous publiez publiquement pourra être un jour utilisé contre vous. Merci beaucoup, Luc. Jean-François? Ton micro est coupé, Très Jean-François. Oui, merci. Très rapidement, ne pensez pas que ça arrive qu'aux autres. Euh, C'est comme le il loto, mais faut- au sens inverse, Jean-François. L'idée, en tout cas de ce webinaire, c'est de se préparer. Et il y a à peu près 9 à 10 recommandations pour les entreprises que nous avons mis dans la présentation. Faites-vous accompagner. Vous avez des clubs de la sécurité au Maroc. Vous avez également la possibilité, vous avez des échanges avec d'autres clubs à l'international. C'est accessible aux clients, enfin aux entreprises. Ça peut être facile à mettre en place en fonction de la granularité que vous voulez mettre au niveau de votre sécurité. Après, oui, il faut vous faire accompagner. Vous avez tout un écosystème. Mais l'idée, en tout cas, de mes propos, c'est faites-vous accompagner. N'hésitez pas à interroger vos pairs, donc les autres chefs d'entreprise, afin de savoir de quelle manière ils ont mis en place un dispositif pour que vous puissiez comprendre, en tout cas pour que les entreprises puissent comprendre que la sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est plus quelque chose c'est vraiment la somme commune des efforts de l'ensemble des entreprises marocaines et à l'international, européennes, etc. Merci beaucoup, Jean-François. Azzi Mohamed? Oui, très brièvement pour conclure, je dirais que le premier pas, c'est la prise de conscience.
Et le fait que nous sommes tous réunis ici, c'est qu'il y a des personnes qui ont pris conscience du risque de la cybersécurité. Maintenant, il faut aux entreprises d'aller de l'avant et connaître les risques auxquels ils sont exposés et commencer un peu à renforcer leur sécurité en commençant par l'humain. Merci beaucoup, Zé Mohamed, merci Luc, merci Jean-François d'avoir participé à ce webinaire qui était passionnant, la vérité. Et j'espère que vous, chers auditeurs qui étaient avec nous au niveau de l'assistance, vous avez pris plaisir et vous avez pris des connaissances ou renforcé ou consolidé vos connaissances. En tout cas, merci beaucoup. Merci au groupe Tijari Wafa Bank et à son partenaire BPI France, à Jar et à Anne de nous avoir accompagnés et on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci Mohamed, merci Luc, merci Jean-François. Au revoir. À tous.